Comment avez-vous entendu parler du concept de l'émission Même pas mal? C'est pourquoi avoir choisi de vouloir venir? Eh bien, c'est Monique qui m'a téléphoné et qui m'a demandé si je voulais bien participer à cette interview de Michel Leb. Bon, moi j'ai été agréablement surprise, un petit peu peut-être décontenancée parce que je ne savais pas bien comment ça pouvait se passer, voilà. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Alain, je suis un abonné de longue date de la Malse. Nous avons connu sur cette scène, on va dire, humoriste, imitateur, acteur, chanteur, jazzman. Alors, pourquoi ce nouveau spectacle basé sur des extraits de musique classique? Quelle est la genèse de ce spectacle? Alors écoutez, c'était une passion la musique classique. J'aime la musique en général, mais la musique classique, j'ai toujours aimé ça, même si le jazz fait partie de mon quotidien. Mais la musique classique, depuis tout petit, j'aime ça. Et il se trouve que quand on est enfant comme ça, on a des rêves, en particulier celui de diriger un grand orchestre, un orchestre philharmonique. C'est un rêve qu'on a, quoi. Bon. Et un jour, je me souviens, j'étais devant le tourne-disque de mes parents, qui était un vieux Philips, sur lequel il y avait un vinyle qui tournait. C'était le concerto numéro 1 pour piano et orchestre de Tchaïkovski. Et mon père et ma mère m'ont surpris en train de diriger le Philips. Je dirigeais le tourne-disque, quoi. Je faisais des et mon père me dit, bon, bah, écoute, j'ai l'impression que tu aimes la musique. Je lui dis, oui, j'adore ça. Bon. Alors, il m'a donné des cours de piano. J'ai pris des cours de piano. Et là, ça n'a pas marché du tout parce que je détestais prendre des cours, le solfège, tout ça. C'était quelque chose de très, très fatigant et ennuyeux. Et puis, j'aimais pas les contraintes, les rendez-vous avec le prof qui était pas sympathique. Enfin, tout ça, ça m'a... Donc, j'ai demandé qu'on arrête les cours. Ça m'ennuyait profondément. Et puis, bon, le temps est passé. Les années sont passées. J'ai fait ce métier que vous connaissez. Et puis, un jour, je me suis retrouvé à Avignon, dans une salle de spectacle où il y avait un concert classique avec un philharmonique, celui d'Avignon. Et là, tout d'un coup, tout est revenu à la surface. Et j'ai été voir le chef d'orchestre après le concert et je lui ai dit, écoutez, mon rêve, ce serait de diriger cet orchestre, ou de diriger un orchestre. Il me dit, tenez, allez-y. Alors, il m'a donné la baguette, il me dit, débrouillez-vous. Je lui ai dit, débrouillez-vous, vous êtes marrant, je ne sais pas comment on fait. Alors, il m'a dit, ben, on va prendre des cours, si vous voulez, je vous donne des cours de direction d'orchestre. Alors, on m'a donné pendant 1 an des cours. Pendant ce temps-là, j'ai préparé un spectacle qui mêlerait justement la musique classique avec des thèmes classiques très connus, vous voyez, de Tchaïkovski, de Beethoven, de Mozart, de Bizet, Carmen et compagnie, toutes les choses que tout le monde connaît, qui sont des tubes, en y ajoutant une folie, quoi, de l'humour, des imitations, des gags, des sketchs, des choses qui font que cette musique classique, tout d'un coup, elle est acceptée par le public parce qu'on rit beaucoup. On rit tout le temps. Et les gens sont très curieux de savoir comment je vais me débrouiller avec 50 musiciens. Et moi, je me débrouille pas trop mal, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que je fais rire. Ça, c'est clair, les gens rigolent. Mais évidemment, il faut que tout ça soit écrit, précis. C'est un spectacle qui est complètement monté, quoi. C'est pas improvisé. Encore que... Grid. Donc, un petit peu dans le sens de ce que vous nous avez posé comme raconté tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez fait une formation de chef d'orchestre. Donc moi j'ai un certain nombre d'enfants qui vont à l'école de musique, donc qui subissent, comme vous dites, un petit peu les cours de formation musicale, puisqu'on est plus solfège. Donc ça demande une grande rigueur. Et en fait, donc moi la question que je me posais dans ce spectacle, vous avez fait une formation d'1 an de chef d'orchestre, est-ce que cette formation est essentiellement faite pour vous mettre dans le personnage, ou est-ce que les musiciens qui sont très compétents ont vraiment besoin de vous comme chef d'orchestre, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de caché pour faire le chef d'orchestre, ou voilà vraiment, est-ce que vous êtes réellement chef d'orchestre, ou c'est le personnage et les musiciens J'ai compris votre question, voilà. Madame. J'ai compris votre question. Et elle est très juste, cette question, elle est judicieuse, quoi. C'est une bonne question parce qu'effectivement,
On ne devient pas chef d'orchestre en un an, en travaillant même, en apprenant des bases, les mesures, les tempos, les tempi, pardon, et etc. Et bon, c'est vrai que il m'a appris vraiment les rudiments, les choses les plus élémentaires. Mais c'est rien, effectivement, vous avez raison, par rapport à tout ce qu'il faut savoir pour vraiment être un chef d'orchestre professionnel. Donc, effectivement, vous avez raison, je ne suis pas chef d'orchestre, je joue au chef d'orchestre, c'est comme un rôle, hein, c'est comme si on m'avait confié le rôle d'un chef d'orchestre. Alors, je sais faire tous les mouvements qu'il faut, je vous donne l'impression que c'est... Et cela dit, c'est bien en place parce que je connais les partitions par cœur, donc c'est crac, crac, et on a vraiment le sentiment que c'est moi qui dirige. Mais, premièrement, l'orchestre connaît les morceaux par cœur, il pourrait jouer ça les yeux fermés, puisque ce sont effectivement des tubes. Et deuxièmement, j'ai une roue de secours. Parce que, comme j'ai plutôt tendance à faire l'andouille, à faire des dérapages, et à improviser, et puis selon l'humeur du temps et le public, etc., si je fais n'importe quoi, si tout d'un coup je pense à autre chose et que je ne dirige pas vraiment, s'il y a des musiciens qui me regardent, ils peuvent aller droit dans le mur. Donc, ils ont un repère, c'est ce qu'on appelle le premier violon. Le premier violon, c'est lui qui assure, c'est ma corde de rappel, c'est ma bouée de sauvetage, c'est ma roue de secours, c'est tout ce que vous voulez. Je vous demandais, vous avez beaucoup caricaturé, notamment l'africain, le chinois, etc. Quelques-uns à cette époque-là, vous avez accusé de tenir des propos racistes. Aujourd'hui, je me posais la question, peut-on imaginer que vous puissiez faire de tels sketchs avec une telle liberté de ton? Oui, alors, le chinois, je le fais toujours parce que c'est lié à la mouche et le bourdon. Bien sûr, oui. Ça va ensemble, ils sont tous les deux en train de... et ça, on le fait, mais tout le temps. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Pas de problème. En ce qui concerne l'Africain, il m'arrive de continuer à le faire. Je trouve que je l'ai tellement fait que, bon, j'en ai un peu marre, mais ça m'arrive de le faire encore de temps en temps, bon, etc. Mais vous avez raison, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. C'est très difficile. Il y a ce qu'on appelle le politiquement correct, fait que il faut faire très attention à ce qu'on dit, il faut faire très attention à ce qu'on fait, et c'est bien dommage. Parce que la liberté d'expression, c'est quelque chose auquel nous avons tous droit, et surtout, je dois dire que, très sincèrement, il y avait, et puis vous devez vous en douter, si vous me posez la question, dans mes propos et dans ma psychologie, pas l'once, pas l'ombre de l'once, du millième, du milliardième de machin, de racisme, évidemment. Mais ça a été mal interprété probablement par une certaine catégorie du personnel, si je puis dire, et c'est un malentendu. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde sait que, bon, quelqu'un qui aime Miles Davis ou Oscar Peterson ou Ray Charles peut fondamentalement pas être raciste, déjà. Ça, c'est une réponse claire et nette. Bon. Et puis, comme vous dites, aujourd'hui, malheureusement, les communautés, le politiquement correct font que il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et je dirais encore une fois que c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ça permettrait de... Vous savez ce que disait Coluche à l'époque, il ne pourrait plus le dire aujourd'hui. Tout à fait. Et bon... Et pourtant, il n'y avait pas de racisme, c'était une façon d'interpréter les choses, de voir les choses, de se moquer gentiment. Voilà. Parce que vous savez, les Français, on est volontiers moqueurs. On aime bien se moquer, on aime bien... c'est gentiment moqueur, c'est jamais méchant, c'est jamais agressif. Enfin, du moins, en ce qui me concerne. Jamais, 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 au grand. Je crois être le plus jeune de cette salle, car la moyenne d'âge est quand même assez... âgé, sans être, enfin voilà. Et donc hier, en étant en classe, je disais à tout le monde, oh, super, demain je vais parler avec Michel Leb, et tout le monde me disait, mais c'est qui Michel Leb? Alors je me posais la question, comment vous le percevez de n'être pas connu par les plus jeunes? Comment le percevez-vous? Ben, c'est normal. Je veux dire, c'est normal, puisque moi j'ai fait ma carrière depuis, ça fait 30 ans maintenant que je fais ce métier, et tous les gens qui sont là derrière vous, qui ont pas loin de la soixantaine, ben, ils ont démarré avec moi,
Et ils ont été avec moi, ils me suivent depuis le début. Et puis les jeunes d'aujourd'hui, étant donné que, si vous voulez, moi je ne fais plus de sketch, de stand-up et de choses comme ça, et qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée, qui est passée devant, etc., forcément, les jeunes sont plutôt intéressés par des artistes comme Dubosc ou Gad Elmaleh, ou des gens qui sont plus jeunes. Et c'est normal. Vous savez, à partir d'un certain moment, les artistes qui ont été très très connus, et qui restent connus, survivent d'une certaine façon. Ils se débrouillent pour survivre. C'est-à-dire pour continuer leur métier dans des conditions les meilleures et en essayant de faire en sorte de ne pas disparaître complètement de la circulation. Bon, nous, on a cette chance-là, c'est que moi, j'ai une présence, malgré tout, qui est télévisuelle, au niveau de la presse également. Je travaille énormément. Et quand on ne fait pas de télévision, ou quand on n'en fait pas trop, on pense que vous n'existez plus. Aujourd'hui, le vrai problème qui touche les jeunes, c'est qu'ils sont branchés sur Internet ou sur la télé. Beaucoup plus sur Internet que sur la télé, d'ailleurs. Et donc, si on n'apparaît pas régulièrement, ça veut dire qu'on n'existe plus. Et c'est complètement erroné parce que, en réalité, nous, on travaille énormément. On est moins en avant, beaucoup moins en avant que les jeunes qui démarrent, ou qui sont, comme moi je démarrais il y a 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, on était 4. Hein. Alors, il y a 30 ans, aujourd'hui, ils sont 500 ou 800. On était 4, il y avait Thierry Leluron, Coluche, Patrick Sébastien et moi. Bon, Patrick Sébastien, il continue à faire une très belle carrière à la télévision. Coluche, malheureusement, n'est plus là, et Thierry Leluron non plus. Mais s'ils étaient là, ils seraient toujours sur le devant de la scène, je peux vous le dire. Et puis moi, je me débrouille très bien, et s'il est tout jeune, ou de 14, 15, 16 ans, ne me connaissent pas, ou pas beaucoup, c'est parce que j'ai une présence télévisuelle ou Internet qui est bien inférieure à celle que je pratiquais il y a 25 ans. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, on cède la place aux jeunes plus qu'à des gens de mon âge qui ont 60 ans. Sinon, comment vous avez appréhendé justement l'outil Internet, ce côté virtuel? Oui, je trouvais ça intéressant parce qu'on a même s'il n'y a pas la spontanéité, on n'a pas la personne en face de soi, je trouve qu'on a quand même un rapport privilégié par rapport au professionnel, donc par rapport à Michel Leb, que d'aller... Enfin, on a préparé le spectacle quelque part. Parce que là, il était clairement dans un salon, hein, oui. Il faut le dire. Oui, hein. Il y a un côté chaleureux quand même. Je pense qu'on ne va pas voir le spectacle de la même manière. Quand on l'a préparé, on a lu tous les pressbooks, etc. Donc on s'est imaginé un petit peu... Oui, on s'est dit ce qui allait se passer, comment ça a été préparé, etc. On a eu un rapport avec le professionnel. Donc je pense qu'on ne verra pas le spectacle de la même manière que si on arrivait comme ça. Oui, c'est vrai, ça a créé une proximité en quelque sorte. Et c'est vrai que sa façon en plus de communiquer est toujours très à l'aise. Oui, il y a une mise en bouche en quelque sorte.